Alors, bonjour tout le monde. Euh, ok, bonjour. Alors, je vois que vous êtes 10 pour l'instant. On va peut-être attendre encore 2 minutes que tout le monde arrive. Alors, en attendant que tout le monde arrive, s'il y en a qui ont des questions, alors, une information, mais que vous avez bien sûr déjà, c'est que vous avez un contrôle continu jeudi matin. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est s'il y a des questions sur cette évaluation. Donc, vous pouvez prendre la parole. Si vous souhaitez que l'on évoque ce contrôle continu. Notamment, je sais que j'ai eu une question, alors je ne sais plus de qui. Euh, sur ce sur quoi ça allait porter. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ah, je vois que j'ai un message. Alors, ça va effectivement jusqu'à l'exercice sur le ressort. D'accord, donc rien sur les coordonnées cylindriques polaires. Tout ce qui est cinématique et dynamique, mais que en coordonnées cartésiennes, enfin, en repère cartésien. Il n'y a pas les corrigés sur Eprel. Si, il y a les corrigés sur Eprel. Est-ce que tout le monde a trouvé? Alors, je ne sais pas qui pose la question là. OG. Donc effectivement, il faut aller dans Eprel, donc il faut aller dans le cours mécanique du point 1. Et ensuite, dans ce cours, il faut aller dans le groupe physique 2. Et dans le groupe physique 2, dans documents et liens, là, il y a tous les corrigés. OK.
Alors, vous êtes maintenant 16, donc on commence à faire le plein. S'il n'y a pas d'autres questions, donc on va les questions de cours sur tous les chapitres. Oui, alors pour le cours, a priori, vous avez vu tout le cours. Mais non, il me semble que dans le message que moi j'ai reçu, en tout cas, vous avez dû recevoir le même. Il est indiqué que ça porte que sur les chapitres de cinématique et de dynamique, mais en coordonnées cartésiennes. Je vais essayer de vérifier ça. Euh, Alors, est-ce que je peux vérifier ça? Euh, alors, donc, pour l'amphi dans lequel vous êtes, je crois que vous avez reçu un message aussi qui vous donnait les infos. Alors, pourquoi j'arrive pas à charger ça? Vous me donnez encore 2 secondes. Ah, il y a des trucs que j'ai pas là. Bon, donc effectivement, sur le cours, donc c'est pareil, hein, il n'y a pas de. C'est que sur la partie cinématique dynamique. Bien sûr, ce qu'on avait fait au début, hein, sur les dimensions, mais rien sur la partie polaire, coordonnées polaires et cylindriques. Ni sur la partie énergie qu'on verra. Alors, on va voir si on a le temps d'attaquer aujourd'hui, mais certainement plutôt la semaine prochaine. Petite information, donc en fait, il nous reste plus que 2 TD. Le TD de cette semaine et celui de la semaine prochaine. Puisque le dernier TD qui était prévu donc dans 3 semaines, finalement, il est remplacé par un CC que vous avez là et un autre CC qui est en train de s'organiser, que vous aurez certainement en décembre. OK. Donc du coup, il va falloir qu'on adapte un petit peu les sujets de TD, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Vous avez vu qu'on avait déjà sauté certains exercices. Donc on a vu la dernière fois les coordonnées polaires. Alors peut-être rapidement, je reviens dessus sur les coordonnées polaires et cylindriques.
ce qu'il faut savoir sur les coordonnées polaires et cylindriques, donc c'est leur définition, hein, connaître le repère de coordonnées polaires avec le vecteur UR qui est selon la direction de OM, le vecteur Uθ qui lui est directement perpendiculaire. Vous voyez là ce que j'ai partagé sur l'écran, le PDF, qui est en fait celui de la dernière fois? OK. Donc ça, c'est pour les vecteurs, en coordonnées polaires. Donc on peut les exprimer dans la base cartésienne, avec les 2 paramètres. Donc R, c'est la distance OM et θ, c'est l'angle que fait le vecteur OM avec l'axe OX. OK, on peut ensuite, donc exprimer les 2 vecteurs UR, Uθ dans la base UX, UY. Il suffit de projeter ces 2 vecteurs sur la base. Donc pour UR, on a cos θ UX plus sinus θ UY. Et pour Uθ, on a moins sinus θ UX plus cosinus θ UY. OK. À partir de là, ce qu'il faut connaître absolument, c'est donc comment on dérive ces vecteurs. Donc ici, on va avoir la dérivée du vecteur UR par rapport au temps. On va donc dériver l'expression ici de UR en fonction de X et Y par rapport au temps. Et on peut montrer que donc la dérivée du vecteur unitaire, ça va être oméga. Donc oméga, c'est la vitesse angulaire, qu'on appelle encore la pulsation. Si on peut exprimer θ en fonction de oméga sous la forme θ égale oméga t. Donc, quand on va dériver la fonction composée, ici, il va sortir oméga. Et donc, on va trouver que la dérivée de UR par rapport au temps, c'est oméga fois Uθ. Et puis, on peut montrer aussi que donc, la dérivée de Uθ par rapport au temps, c'est moins oméga UR. OK, donc, si on connaît ça, après, on peut dériver toutes les expressions de la position, de la vitesse et de l'accélération dans ce système de coordonnées. Je ne le refais pas, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. La différence entre polaire et cylindrique, la seule différence, c'est qu'en cylindrique, en fait, on va rajouter une troisième dimension. Cette troisième dimension, donc, elle va être représentée par l'axe Z, le vecteur unitaire UZ. Et donc, on va rajouter une coordonnée, en fait, selon cet axe. Voilà, donc on avait vu tout ça la dernière fois sur un exemple particulier qui était ce mouvement hélicoïdal. Je vous laisse revoir ça. Et donc, on avait revu l'expression de la vitesse de l'accélération, où on a ici une accélération dirigée vers le centre de la trajectoire. OK. Donc aujourd'hui, on va continuer sur l'utilisation de ce système de coordonnées. Alors, on va être en polaire, donc on va être en 2 dimensions, pas en 3 dimensions. Donc, on va utiliser les polaires pour étudier le mouvement d'un système. OK? Pas de questions sur les coordonnées polaires? C'est clair pour tout le monde? Comment on définit ce système de coordonnées? Et ensuite, comment, à partir de cette définition, on peut dériver les expressions de la position, la vitesse et l'accélération? C'est ça que vous devez connaître. OK, donc aujourd'hui, on va voir une application de l'utilisation de ce système de coordonnées dans un cas particulier. Donc, je vais mettre en plein écran, du coup. Hop. Alors est-ce que vous voyez bien à l'écran une seule diapo? Ah non, du coup, je vois que c'est mis en... Donc, je reprends le partage. Est-ce que vous voyez bien à l'écran une seule diapo ou est-ce que vous voyez mon mode présentation?
Vous voyez bien une seule diapo, allez? Ah d'accord. OK, donc c'est bien ce qui me semblait. Donc je vais basculer entre les 2. C'est parce que comme j'ai ma tablette pour pouvoir écrire. OK, est-ce que là c'est bon? OK, très bien. OK, donc on y va. Donc c'est le problème du pendule, hein, c'est un problème, de dynamique, tout à fait classique. Hem, voilà qui est, on va le voir, à l'origine de la définition notamment, d'une base de temps. Hem, donc c'est à partir de l'étude de ce type de mouvement pendulaire qu'on a pu définir, une base de temps et qu'on a pu construire les premières pendules justement, qui permettaient de mesurer le temps. OK, alors si on prend un pendule le plus simple possible, un pendule le plus simple possible, en fait, ça va être constitué, d'une masse M, heu, donc qui est ici, qui est attachée au bout d'un fil. Donc ce fil a une longueur constante L, d'accord? Il est attaché en un point O. Donc cette masse M est attachée au point O avec un fil qui va être tendu ici. Ce fil est inextensible, donc ça veut dire que sa longueur est constante et donc du coup, on va pouvoir représenter, vous voyez, la position de M par le vecteur ici OM. Donc si je le retrace par ici, donc c'est ce vecteur-là, OM. Et OM, vous voyez que si on définit la base UR, Uθ avec le vecteur UR selon OM, donc premier vecteur de la base polaire, deuxième vecteur, le vecteur Uθ, donc le vecteur qui lui est directement perpendiculaire, et bien à ce moment-là, vous voyez que l'expression de OM, c'est simplement LUR. D'accord? Donc au cours du temps, en fait, la longueur de OM est constante, mais par contre, ce qui va changer, ben, c'est la position de M, et donc ben, la direction de UR va changer au cours du temps, et la direction de Uθ aussi, bien sûr. OK, on définit une position d'équilibre qui est selon la verticale, c'est-à-dire que si on place le point M à la verticale du point O où il est attaché, qu'on n'imprime pas de mouvement, et bien à ce moment-là, le point M, il reste en cette position-là. Si maintenant on écarte le point M, donc la masse, de sa position d'équilibre, on l'écarte donc d'un angle θ ici, heu et bien, à ce moment-là, si on le lâche, sans vitesse initiale, eh bien, on va constater que, eh bien, ce point M, en fait, il va décrire un mouvement qui va être un mouvement d'oscillation, donc il va se retourner vers la position d'équilibre, passer de l'autre côté et puis ensuite revenir en arrière et revenir ici vers le point d'où on l'a lancé et puis ce mouvement va se poursuivre au cours du temps, donc on va avoir un mouvement d'oscillation. Un peu comme on avait un mouvement d'oscillation dans le cadre du, ressort. D'accord? Quand on a tiré le ressort de sa position d'équilibre, eh bien, on a une oscillation du ressort autour de la position d'équilibre. On va avoir la même chose pour ce pendule. Quand on écarte le pendule de sa position d'équilibre, qu'on le lâche sans vitesse initiale, il va osciller autour de la position d'équilibre. Ce mouvement d'oscillation autour de la position d'équilibre, donc on va le caractériser par une période. Donc la période, c'est la durée d'une oscillation. C'est-à-dire qu'on part d'un point initial ici, que je peux appeler, M0. Donc le pendule va retourner vers la position d'équilibre, partir de l'autre côté, puis revenir jusqu'au point M0 et donc le temps mis pour faire un aller-retour ici, donc pour revenir à la position M0 initiale, eh bien c'est ce qu'on appelle une période. OK. Alors, première chose qu'on va faire,
Donc, c'est faire un bilan des forces qui sont appliquées à cette masse M. OK, alors qu'est-ce qu'on a comme force ici? Qu'est-ce qu'on a comme force en présence? Alors j'efface un petit peu les gribouillis là pour, clarifier un peu mon dessin. Qu'est-ce qu'on a comme forces qui vont s'appliquer sur notre système de point M, de masse M? OK, bon là je vous écoute. On a le poids. Effectivement, on a le poids. Alors comment est dirigé le poids? Alors je vais le marquer, hein, déjà. Donc on va avoir le poids. Alors, dirigé vers le bas. OK. Donc si je le note P, d'accord? Heu, donc l'expression du poids, c'est le produit de la masse par l'accélération gravitationnelle et donc cette accélération gravitationnelle, elle est dirigée vers le bas. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme autre, force? La force de frottement. Alors ici, on va considérer qu'on va négliger les forces de frottement, d'accord? Donc on tient pas compte des forces de frottement qui pourraient éventuellement, effectivement, être présentes, donc soit à cause de la présence de l'air qui est autour, soit au niveau du point O ici, ou pour au niveau du point d'attache, on pourrait avoir des frottements du fil qui viendraient éventuellement, freiner le mouvement au cours du temps. Mais ici, on va négliger les frottements. D'accord? Donc on peut le noter parce qu'effectivement, c'est pas noté ici, donc on néglige les frottements. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? La tension du fil. Oui, ça, on va avoir la tension du fil. Donc je la note grand T. Comment elle est dirigée cette tension du fil? Donc la tension du fil, elle est effectivement dirigée vers haut selon le fil. C'est-à-dire, en fait, c'est une espèce de force de réaction, si vous voulez, hein. C'est comme quand vous avez un mobile qui est sur une surface, vous allez avoir une réaction de la surface. Il n'y a pas de frottement, donc ça va être normal à la surface. Ici, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on a le poids qui va tirer sur la masse M et en réaction, eh bien, on va avoir le fil qui va se tendre. Donc on va avoir une tension qui va s'exercer au niveau du fil, qui va être opposée au poids et dirigée selon la direction du fil. D'accord? Donc diriger la tension du fil, hein, elle est dirigée vers haut, selon le fil. OK. Est-ce qu'il y a d'autres forces? Non, a priori pas d'autres forces. OK, donc du coup, ben, on va tracer ces forces sur le graphique. Hem, donc si je trace les forces, donc j'ai le poids qui est vertical, hein. Donc le poids, je vais le noter, comme ça, selon la verticale. Et puis on a dit donc on a la tension du fil qui est dirigée donc vers haut, donc à partir de M, hein, selon le fil, dirigé vers haut. Donc je vais avoir la tension du fil qui va être dirigée comme ça. OK? Et c'est la somme de ces 2 forces
qui va me créer le mouvement. Ça va pour tout le monde ça? OK. Donc là, c'est juste, voilà, j'ai repris. Heu, OK, donc question suivante, c'est projeter ses forces, donc à la fois dans le repère OX, XY, d'accord? Donc on définit un repère avec un axe X vers le bas, un axe Y donc qui lui est directement perpendiculaire, donc horizontal vers la droite. Et puis, donc ça c'est notre premier repère qui est le repère cartésien, hein. Le fait que la troisième loi de Newton ne soit pas vérifiée confirme-t-il qu'il s'agit d'un problème simplifié? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez la troisième loi de Newton qui n'est pas vérifiée? Ah si, on a exactement la tension du fil qui va être égale au poids, sauf que sauf que ça va être valable quand on est à la position d'équilibre, hein. Si vous vous mettez à la position d'équilibre ici, en haut, vous avez bien le poids qui est dirigé vers le bas, la tension du fil dirigée vers le haut, et donc vous avez bien le poids qui est inversement égal, ou la tension du fil qui est inversement égale au poids. Donc vous avez bien une réaction du fil sur le poids qui est égale à l'action du poids sur le fil. Ce n'est pas toujours le cas. Non, c'est juste que ici, dans ce problème-là, on ne considère pas les frottements, mais il y a effectivement une réaction ici qui est, la tension du fil. La tension du fil ici, c'est l'équivalent de la réaction, heu, dans le cas d'un solide qui pose sur un support. Donc après, effectivement, on pourrait tenir compte de frottement, ça viendrait rajouter une force. OK. Donc ici, on va donc, essayer de projeter ces forces maintenant sur les 2 repères, un repère cartésien donc et un repère polaire. Donc le repère polaire, hein, il a 2 vecteurs, un vecteur UR qui est selon OM en direction, dans le même sens que OM, et puis un vecteur Uθ qui lui est directement perpendiculaire. OK, donc on va regarder maintenant l'expression des forces dans ces 2 repères. OK, alors on va partir d'abord donc dans le repère OUX, UY, d'accord, qui est le repère cartésien donc. Oups. Alors que vaut P dans ce repère? Bah, P donc on a dit qu'il était égal à mg, dirigé ici vers le bas, d'accord? Donc en fait, si on considère que G est constante, donc c'est dans la direction de UX, hein, puisque UX est dirigé vers le bas. Et puis, bah, il n'y a qu'une composante selon UX, hein. Selon Y, selon l'horizontale, il n'y a pas de composante puisque le poids est vertical. Donc ça va être simplement mg UX. OK, maintenant je prends la tension du fil.
Alors, cette tension du fil, hein, elle est dirigée selon le fil, à l'opposé de OM. OK, donc c'est ce vecteur que j'ai ici. Donc il va falloir que je projette ce vecteur sur les 2 axes, l'axe vertical et l'axe horizontal. OK. Alors, je vous rappelle l'angle, pardon, que fait le vecteur OM avec l'axe OX, c'est l'angle θ. Donc on retrouve en fait ici l'angle θ, hein, c'est cet angle-là, c'est-à-dire c'est l'angle que fait, donc on le retrouve ici, hein, OK? C'est l'angle que fait OM avec l'axe vertical. OK? C'est celui-là, on le retrouve de l'autre côté ici. Donc si je projette T sur OX, hein, ça veut dire que je vais le projeter comme ça. Donc ça va être, en supposant que la tension du fil donc est quelque chose de constant, ça va être ici T fois A. Alors, je finis sur la tension du fil et je reviens après sur P. Puisqu'il y a une question là sur, dans quel cas on met P égale moins mg? OK. C'est effectivement, donc Clément répond, c'est effectivement selon la direction de l'axe selon lequel se trouve P. Ici, P, il est selon la verticale dirigé vers le bas. Et notre axe OX, il est lui aussi dirigé vers le bas. Donc en fait, P et OX, ils ont le même sens. D'accord? Ils sont tous les deux dirigés vers le bas. Donc, alors, on aurait pu faire un choix différent, hein. On aurait pu faire un choix d'orienter l'axe OX vers le haut. OK? Et donc, si on avait fait ce choix-là, à ce moment-là, l'axe OY, il aurait été vers la gauche. Et si on avait projeté P selon cet axe OX dirigé vers le haut, on aurait trouvé moins mg/ux. OK? Donc, en fait, ça, c'est juste dû, quand est-ce qu'on trouve plus ou moins mg? Bah, c'est juste dû à comment on oriente les axes, en fait. OK, si je reprends pour la tension, donc j'ai toujours l'axe, OX ici qui est dirigé vers le bas. Donc quand je vais projeter ici le vecteur de la tension du fil sur l'axe OX, vous voyez que je vais trouver quelque chose qui est négatif, hein, c'est ici dirigé vers le haut. Et il faut que je prenne en compte donc ici la projection sur, selon l'angle θ, c'est-à-dire que ça va être moins cosinus θ UX. D'accord? Ici, vous voyez qu'apparaît un signe moins, hein, parce que la tension, elle est dirigée vers le haut. Hein, elle est dirigée vers haut, donc elle est dirigée à l'opposé de UX. De même, ici, vous voyez, la tension, elle est dirigée à l'opposé de Y aussi, hein. Si je projette maintenant selon l'horizontale, bah, ici, l'angle θ, hein, je vais le retrouver là. Donc ici, je vais projeter du côté opposé à l'angle θ et je vais être vers les Y négatifs. Donc je suis opposé à UY. Donc ici, je vais avoir de nouveau moins t, cette fois-ci sinus θ, UY. Donc voilà pour l'expression de ma tension du fil selon les axes UX, UY. OK, donc vous voyez que dans ce système de coordonnées, hein, UX, UY, ben, l'expression de P en fonction des vecteurs de base, elle est très simple, puisqu'on a une seule composante selon UX, qui est constante. Mais par contre, l'expression de la tension du fil, elle, eh bien, elle est plus compliquée, parce qu'il faut faire rentrer le cosinus de l'angle entre bah, le fil, justement, et l'axe OX et l'axe OY.
OK, donc on peut se dire, on peut essayer de choisir un autre système de coordonnées et l'autre système de coordonnées qu'on peut définir, donc du coup, c'est un système de coordonnées qui va prendre en compte le point M et donc 2 vecteurs UR et Uθ. UR qui est dirigé selon OM, dans le même sens que OM, et Uθ, le vecteur qui lui est directement perpendiculaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le repère de coordonnées polaires. OK, alors maintenant, on va exprimer le poids dans ce nouveau système de coordonnées. Donc le poids, il est ici, hein, dirigé vers le bas toujours. Ici, UR, donc il est selon OM. Donc vous voyez qu'entre P et OM, donc P et UR, eh bien, on a l'angle θ. Donc si je projette, si je prolonge ici la direction OM, si je projette P selon cette direction, eh bien, vous voyez que ça va me faire quelque chose qui va être le cosinus, qui va faire rentrer le cosinus de l'angle θ. Donc ça va être mg, hein, ça c'est le module du poids, qui est constant, produit de la masse par l'accélération gravitationnelle. Et puis ici, donc, il faut que je multiplie par le cosinus de l'angle θ selon le vecteur UR. Et puis si maintenant je projette selon Uθ, donc Uθ, donc c'est la direction qui est perpendiculaire ici. Donc si je veux projeter le vecteur P selon Uθ, ça va être comme ça. Vous voyez que je retrouve en fait mon angle θ ici. Et donc quand je projette ici, je projette du côté opposé à l'angle, donc ça va être un sinus. Et puis d'autre part, je vois que cette projection, elle est du côté opposé à Uθ. Hein, elle est vers la gauche ici. Donc du coup, ça va être moins. Donc j'ai moins mg sinus θ Uθ. OK? Maintenant, pour la tension du fil, bah, la tension du fil, hein, on a dit qu'elle était selon la direction OM, mais dans le sens de M vers O. Donc en fait, elle est opposée à UR. Donc ici, si je l'exprime dans la base UR Uθ, ben, j'ai une seule coordonnée selon UR qui va être donc moins T UR. OK? Donc vous voyez que dans ce système de coordonnées polaires, du coup, bah, l'expression de T, elle est très simple, hein, puisqu'on a juste une composante constante. Mais par contre, c'est ici l'expression du poids qui fait rentrer l'angle entre ce poids, justement, et les vecteurs UR et Uθ. OK. Donc voilà pour les expressions de P et de T dans les deux systèmes de coordonnées cartésiens et polaires. Ça va pour tout le monde, ça? Pas de questions là-dessus? OK. Bon, ben, on va voir maintenant comment on va pouvoir appliquer donc ça au traitement du problème. Donc, la question suivante, c'est appliquer le principe fondamental de la dynamique et le projeter selon l'axe Uθ. OK, donc ici, on va se passer dans un référentiel. Oula, un peu du mal à écrire là. Référentiel galiléen lié à la Terre. OK, ça veut juste dire que en fait, le point O, il va être fixe dans un repère lié à la Terre. On n'a pas besoin
de tenir compte ici du mouvement de la Terre dans ce problème simplifié. Je vous dis dans ce problème simplifié parce que ça a été aussi, dans l'histoire de la mécanique, l'étude du mouvement du pendule a été un moyen de montrer le mouvement de la Terre. Bon. Mais ça, vous verrez ça au second semestre, hein, quand vous verrez les référentiels non galiléens. OK, ici on se place dans un référentiel galiléen lié à la Terre, donc on va pouvoir appliquer le principe fondamental de la dynamique, c'est-à-dire que la somme des forces appliquées à notre système, qui est donc le point M, hein, je n'ai pas précisé, mais ici le système, c'est la masse M. Donc la somme des forces appliquées à ce système de la masse M va être égale au produit de la masse par l'accélération. OK, donc ici, ben, j'ai deux forces, hein, on l'a dit. On a le poids plus la tension du fil qui va être égal au produit de la masse par l'accélération. OK, ensuite, on vous dit de projeter cette expression sur l'axe UY, Uθ, pardon. Donc, on vous dit en fait ici qu'on va travailler dans le système de coordonnées polaires. OK, donc dans ce système de coordonnées polaires, je vais avoir pour l'accélération deux coordonnées que je vais noter AR selon UR plus Aθ selon Uθ. OK. Et donc, du coup, ça va me donner deux expressions, hein, une selon UR, une selon Uθ. Donc, selon UR, j'ai M AR égale, alors, la projection de P selon UR. Alors, si je reviens à la diapo précédente, la projection de P selon UR, donc c'est mg cos θ UR. D'accord? Donc c'est mg cos θ. Donc ici, pour P, je vais avoir simplement mg cosinus θ. Et puis ensuite, plus la projection de T selon UR. Donc la projection de T selon UR, je vous rappelle, T, il est égal à moins TUR. Donc c'est simplement moins T. D'accord? C'est la coordonnée selon UR, moins T. Donc ici, j'ai moins T. Donc ça, c'est ma projection selon UR. Maintenant, si je prends la projection selon Uθ, Aθ, donc comment s'exprime P selon Uθ? C'est moins mg sinus θ. Donc ici, je reprends ça. C'est moins mg sinus θ. Et puis pour UR, pour T, pardon, la tension du fil, T, il n'a pas de coordonnées selon Uθ, hein, il n'a qu'une coordonnée selon UR. Donc vous voyez que selon l'axe θ, eh bien en fait, on a une seule coordonnée. Donc ici, je peux simplifier les m, vous voyez. Et donc j'ai Aθ qui va être égal à moins G sinus θ. OK. Alors maintenant, le problème, c'est que il nous faut déterminer Aθ. Qu'est-ce que c'est que Aθ? OK. Alors, pour ça, il faut repartir de l'expression de OM. D'accord? On sait que dans la base, ici UR, Uθ,
eh bien, on va pouvoir exprimer OM, d'accord, le vecteur position, comme étant égal à LUR. OK? Alors, à partir de là, on peut déterminer la vitesse. Donc la vitesse, hein, c'est d de OM sur dt. Donc ça va être d de LUR sur dt. Alors L, bah, c'est la longueur du fil, elle est constante. Donc c'est simplement L d de UR sur dt. Alors je vous rappelle, hein, que UR, quand on prend sa dérivée par rapport au temps, bah, en fait, on va devoir multiplier par, donc ça va nous faire L, alors oméga Uθ, où oméga, c'est d de θ sur dt, hein, c'est la vitesse angulaire, donc la variation de l'angle par rapport au temps, Uθ. Et donc ensuite, bah, je vais dériver une deuxième fois pour obtenir l'accélération. Donc je vais avoir a de θ, enfin, ou plutôt, je vais avoir a, de manière plus générale. Je vais avoir a, qui va être la dérivée de v par rapport au temps. OK, donc ça veut dire qu'il va falloir que je dérive cette expression-là. Donc il faut que je dérive L dθ sur dt Uθ. Donc il faut que je dérive tout ça par rapport au temps. OK, alors le L, bah, il est constant toujours. Donc je peux le mettre en facteur. Et ensuite, vous voyez que j'ai le produit de deux choses qui varient dans le temps, hein. J'ai dθ sur dt et Uθ. Donc je vais dériver d'abord, donc c'est la dérivée d'un produit, hein. Donc je vais dériver d'abord dθ sur dt par rapport au temps. Ça va donc me faire d2 θ sur dt2 Uθ. Et puis ensuite, je vais avoir une deuxième coordonnée. Donc ça va être dθ sur dt fois la dérivée de Uθ. Je vais le noter comme ça, dérivée de Uθ sur dt. Et donc finalement, je vais avoir donc ici la première coordonnée, c'est L 2 θ sur dt2 Uθ. Et puis ensuite, donc quand je vais dériver Uθ sur dt, il va sortir un dθ sur dt, mais attention, il y a un moins qui vient, donc c'est moins dθ sur dt fois UR. Donc ici, je vais avoir moins L dθ sur dt au carré fois UR. OK, alors là, il faut que j'efface un petit peu en haut. Donc, je vais effacer un petit peu ça. Puisque finalement, à quoi on arrive? Ben, on arrive donc à une expression de l'accélération avec deux coordonnées, une selon UR, une selon Uθ. Je vais effacer ça aussi. OK. Hop. Je reprends mon stylo. OK, donc finalement, vous voyez que A, il a deux coordonnées. Une selon UR qui est moins L dθ sur dt au carré. Et une selon Uθ qui est L d2θ sur dt2.
OK, donc ici, je vous rappelle, hein, l'équation à laquelle on était arrivé en projetant, la relation enfin, le principe fondamental de la dynamique, sur sur le vecteur de base uθ, eh bien, on avait a de θ qui était égal à moins g sinus θ. Donc ici, on va reprendre simplement le a de θ, hein, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe sur l'axe uθ. Donc, on a ici donc a de θ, c'est L d de θ sur dt2. Et ça va donc être égal à moins g sinus θ. OK, donc du coup, bah, cette expression-là, hein, on peut la réécrire sous la forme si je divise par L et puis que je fais passer tout ça de l'autre côté, donc ça va me faire un d de θ sur dt2 plus g sur L sinus θ égale à 0. Pour M à R, oui, 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 bien sûr, ici on peut simplifier par M aussi, mais attention qu'il ne faut pas oublier du coup de diviser par M ici, si vous simplifiez par M. OK? OK, donc en fait, vous voyez qu'ici on arrive à une équation où on a ici donc plus qu'une seule dépendance en fonction de θ. Et donc en fait, on a une équation différentielle du second ordre, mais alors avec un terme ici qui est un peu bizarre, puisque ici on n'a pas directement θ, mais on a un sinus θ. Vous voyez que ça ressemble fortement à une équation de l'oscillateur harmonique, donc de la forme d2x sur dt2 plus oméga carré x égale à 0. C'est la forme générale de l'oscillateur harmonique. Mais ici, donc, on a un truc un petit peu plus compliqué parce que vous voyez qu'ici, on n'a pas directement θ, mais on a sinus θ. OK. Ça va pour ça? Donc, ça, c'est typiquement le genre de choses qu'il faudra que vous sachiez faire, hein, c'est-à-dire trouver quelle est l'accélération, quelle est l'expression de l'accélération en fonction ici des données du problème. Donc ici, la donnée du problème, c'est que finalement, on a une longueur de fil qui est fixe. Hein, OM égale LUR. Et à partir de là, en dérivant successivement 2 fois, on va trouver les composantes de l'accélération. Donc vous voyez que la seule chose un petit peu compliquée là-dedans, c'est qu'il va falloir dériver les vecteurs unitaires UR et Uθ. Et donc, il faut savoir que la dérivée de UR par rapport à T, c'est dθ sur dt Uθ, et que la dérivée de Uθ par rapport à T, c'est moins dθ sur dt UR. Voilà, si vous savez ça, vous en sortirez toujours. Ça va pour ça? OK, alors on va avancer puisqu'il n'y a pas de... Alors, on n'a pas deux expressions, on a une expression pour chaque composante. D'accord? On a une expression pour la composante AR. Donc AR, c'est égal à moins L dθ sur dt au carré. Et puis on a une expression pour la composante selon θ, donc Aθ, qui est L d de θ sur dt2. Alors, effectivement, ici, donc ce qu'on ne vous demande pas, c'est effectivement d'exprimer ici cette équation selon θ. Mais on pourrait le faire.
D'accord? Cette expression-là, on pourrait rentrer ici l'expression de AR et mettre que ben, AR, c'est moins L dθ sur dt au carré. Et donc, on aurait ici moins L dθ sur dt est égal à G cos θ moins T sur M. Donc ça, c'est l'expression selon UR. OK? OK. Alors, voyons voir maintenant comment ah zut. Alors par contre, j'ai écrit dessus, donc il va falloir que j'efface. Donc la question suivante, c'est, en posant oméga oméga carré égale G sur L. Alors je vais effacer en fait. Touc, touc, touc. Je vais effacer des choses, sinon je ne me souvenais plus que j'avais mis ça là. Donc j'efface ce qu'il y avait en bas là, qui était la manière de dériver l'accélération à partir de la position. OK, on va juste garder ce qu'il y avait en haut. Même si ça superpose un peu avec les corrections. OK. OK, donc ici, bon, en fait, on ne vous demande pas grand-chose hein, dans la question suivante. Simplement, ce qu'on vous dit, c'est que, ben, en fait, on peut poser oméga 2 égale G sur L. Et du coup, oméga, ben, ça va être la pulsation du mouvement d'oscillation. Donc la pulsation, hein, je vous rappelle, c'est la même chose que ce qu'on appelle la vitesse angulaire. D'accord? C'est dθ sur dt. Le nombre de radians par seconde. Alors, donc on vous dit que donc on va poser oméga 2 égale G sur L et qu'on va se placer dans le cadre des petites oscillations. Donc petites oscillations, ça veut dire qu'on a des angles θ qui sont petits. OK? Si on a un angle θ qui est petit, en fait, on peut faire ce qu'on appelle un développement limité au premier ordre de la fonction sinus θ. Et donc, si on fait ça, eh bien, on trouve que sinus θ, c'est à peu près égal à θ. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un développement limité au premier ordre d'une fonction. Est-ce que ça vous parle ou pas? Vous avez commencé à le voir. D'accord. Donc, en fait, si vous avez une fonction, hein, f, en un point x, que vous cherchez le développement limité en x0 proche de f, enfin en x proche de x0, eh bien, cette fonction-là, donc f de x, on peut l'approximer par la fonction en x0 plus x moins x0, ce qu'on appelle le développement de Taylor, hein, de f' de x0, plus un résidu, d'accord, un epsilon de x moins x0. OK, ça c'est le développement, donc ça c'est ce qu'on appelle le développement limité de la fonction f de x pour un point x0 proche de, enfin pour un point x, pardon, proche de x0. En fait, si vous regardez bien, hein, ce n'est rien d'autre qu'une espèce de définition de la dérivée, hein, puisque ici, si vous faites passer le f de x0 de l'autre côté, à gauche, vous allez avoir f de x moins f de x0, que vous pouvez diviser par le x moins x0 ici, et vous retrouvez une expression de la dérivée, puisque ça va être la limite quand x tend vers x0 de cette expression-là. OK, dans le cas qui nous intéresse, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est sinus θ pour θ qui tend vers 0.
D'accord? Pour des petits angles, ça veut dire qu'on a θ qui tend vers 0. Donc, qu'est-ce que ça va nous faire? Ben, ça va nous faire, donc x0 ici, c'est 0. Donc, ça va nous faire sinus de 0 plus x moins 0. Et il faut faire la dérivée de sinus θ. Donc, la dérivée de sinus θ, c'est cosinus θ. Donc, cosinus θ en 0, c'est cosinus de 0. Et puis ensuite, donc plus un epsilon. Alors, le sinus de 0, ben, ça va donner 0. Et puis ici, plus x moins 0, donc c'est x, fois le cosinus de 0. Cosinus de 0, c'est 1. Donc, ça va me faire simplement x. Alors, j'ai noté x, pardon, c'est θ. Donc ici, ça va me faire simplement θ. OK, donc sinus θ, c'est en fait à peu près égal à θ, hein, c'est θ plus un epsilon. Quand θ tend vers 0, quoi. Alors, vous pouvez vérifier hein, sur votre calculatrice, par exemple, si vous prenez un angle θ suffisamment petit, on va dire inférieur à 10-15 degrés, eh bien, vous allez bien trouver que sinus θ, c'est aussi égal à cet angle de 10-15 degrés. Alors attention, la chose à faire quand vous faites ça, hein, c'est d'exprimer θ en radians. Sinon, ça ne fonctionne pas. OK, donc si on peut faire ça, ben à ce moment-là, vous voyez qu'on peut réécrire l'expression qu'on a obtenue ici, là, d2θ sur dt2 plus g sur L sinus θ égale à 0. On peut la réécrire sous la forme d2θ plus g sur L sinus θ. Ça va donner d2θ plus oméga 2, en posant oméga 2 égale g sur L, fois θ est égal à 0. OK, donc en fait, pour les petits angles, eh bien, on peut retrouver l'expression classique de l'oscillateur harmonique. Hein, on a déjà vu cette expression-là, hein, notamment dans le cadre du ressort. Donc, c'est une équation différentielle du second ordre hein, en θ, d2θ sur dt2, plus, donc, on a ici un terme oméga carré, donc qui est la pulsation au carré, fois θ est égal à 0. OK? On peut aussi utiliser la limite en 0 de sinus θ sur θ. Limite qui vaut 1. Oui, si vous voulez. Ça revient au même, en fait. Ouais, ouais. C'est juste que ici, donc, ici, c'est un développement limité au premier ordre qu'on utilise, mais on pourrait aussi utiliser un développement limité au second ordre. OK, c'est-à-dire que si on voulait obtenir une fonction plus précise, eh bien, on pourrait rajouter en fait un terme. Alors, si vous regardez le troisième terme ici, il va être égal à 0. La dérivée seconde, ça va donner du sinus. Donc, sinus de 0, ça va faire 0. Mais par contre, vous pouvez aller au quatrième terme, qui va être en x au cube. Donc, en fait, ici, on pourrait rajouter un terme en x au cube. OK. Alors, ensuite, on vous dit, donc, si à l'instant initial, l'angle θ vaut θ0, donc on s'écarte de la position d'équilibre, pour un angle θ0 pas trop grand, eh bien, on peut montrer que θ est égal à θ0 cosinus oméga t. Bon, bah, pour montrer ça, ben, il suffit en fait de reprendre l'équation qu'on a. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a donc d2θ sur dt2 plus oméga 2 θ est égal à 0. Donc, on va reprendre l'expression de θ ici, et puis on va la réinjecter dans cette équation-là.
Alors, si je dérive, alors, si j'ai donc θ égale θ0 cosinus oméga t. Je dérive une première fois, ça veut dire que d de θ sur dt, c'est θ0. Donc ici, j'ai une fonction composée, un cosinus de oméga t. Donc je dérive oméga t, ça me fait oméga. Et je dérive je dérive cosinus oméga t par rapport à oméga t, ça me fait moins sinus. Donc ici, j'ai moins sinus oméga t. D'accord? Dθ sur dt, c'est moins θ0 oméga sinus oméga t. Et donc ensuite, je vais pouvoir dériver une seconde fois. Donc je vais avoir d2θ sur dt2. Donc je vais dériver cette expression-là. Donc ce qu'il y a au début, c'est les constantes. θ0 moins θ0 oméga. Et je dérive la fonction sinus oméga t par rapport à t. Donc il va me ressortir un oméga. Ça va me faire un oméga carré. Et quand je dérive sinus oméga t par rapport à oméga t, ça me fait un cosinus oméga t. OK, mais si vous regardez cette expression-là, en fait, ce n'est rien d'autre que moins oméga 2. Et ici, vous voyez qu'on retrouve θ0 cosinus oméga t qui est simplement θ. OK, donc du coup, on a retrouvé en fait l'expression d2θ sur dt2 plus oméga 2 θ est égal à 0. Autrement dit, on vient de vérifier que l'expression ici θ égale θ0 cosinus oméga t est bien une solution de cette équation de l'oscillateur harmonique. D'accord? θ égale θ0 cosinus oméga t est bien solution de cette équation de l'oscillateur harmonique. OK? OK. Alors ensuite, ce qu'on vous demande, c'est exprimer les vecteurs position et vitesse de la masse m et décrire la trajectoire et le mouvement de cette masse. OK. Alors, bon, en fait, on l'a déjà fait, ça. Hein. La position de la masse, c'est ce qu'on a fait pour trouver les coordonnées de A, θ tout à l'heure. Si je reprends donc la position de la masse m, c'est L, U, R. OK. Si je dérive, je vais trouver la vitesse. Hein, la vitesse, c'est d de OM sur dt. Je vous renvoie à ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein, c'est L, d de UR sur dt. Et d de UR sur dt, c'est L, dθ sur dt, uθ. Et donc là, pour le coup, je peux, vous voyez, exprimer d de θ sur dt, puisque maintenant je connais l'expression de θ. Hein. C'est donc L. Donc quand je dérive dθ sur dt, je vais trouver ça. Hein, moins θ0 oméga sinus oméga t. Donc j'ai moins L θ0 oméga sinus oméga t selon uθ. OK, vous voyez que ici, donc je trouve une vitesse qui n'est pas constante hein, au cours du temps. Vous voyez que la vitesse, elle varie, et elle varie même de manière sinusoïdale. Donc elle va avoir un terme maximal
qui est donné par L θ0 oméga. Et ensuite, elle a une variation sinusoïdale qui est de la forme sinus oméga t. Hein. Donc ici, j'ai... alors, ici, ça me dit que la trajectoire, elle est circulaire. Hein, puisque ici, vous voyez que le vecteur, le point M, en fait, au cours du temps, eh bien, il est constant, enfin plutôt, il a une longueur constante. Et après, ben, il va tourner autour du point O. Donc, c'est un mouvement circulaire, en fait. À vitesse variable. D'accord? Ou on pourrait dire vitesse non uniforme. Et donc, cette vitesse non uniforme, ben, c'est simplement V égale moins L θ0 oméga sinus oméga t Uθ. OK, on peut aussi l'écrire. Donc, vous voyez qu'ici, donc, ici, on a dθ sur dt. Donc, c'est moins L dθ sur dt. Bon, c'est ce qu'on a déjà écrit. Enfin, c'est L dθ sur dt. OK. On ne demandait pas... Non, c'est ça. La position et la vitesse. OK. Ensuite, ce qu'on vous demande, donc, c'est l'expression de la période. Alors, pour ça, donc, il faut effectivement revenir à l'expression de la période. Alors, la période, qu'est-ce que c'est, hein? C'est une oscillation. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la variation va... La variation de θ en fonction du temps, ben, c'est de la forme θ0 cosinus oméga t. OK, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'au cours du temps, θ, il varie entre donc quand cosinus oméga t va valoir 1, ça va valoir θ0. Et quand cosinus oméga t vaut moins 1, ça vaut moins θ0. Donc finalement, ici, on va avoir une oscillation entre θ et moins θ0, donc une oscillation symétrique autour, si je retrace ici, d'accord, ça c'est mon axe X, ça c'est mon axe Y, et donc j'ai le pendule ici avec ma masse M. Donc ici, on va dire que ça c'est M0 avec un angle θ0. Et donc, vous voyez que je vais osciller ici pour aller à la position symétrique. Ici, en moins θ0. Donc, je vais aller dans ce sens-là. Et puis ensuite, ici, je vais m'arrêter, je vais rebrousser chemin et je vais revenir à θ0. Donc, je vais avoir une période, en fait, ici, qui correspond à la période du sinus, du cosinus.
Donc la période est celle du cosinus. C'est-à-dire que je vais avoir oméga de grand T, d'accord? Si grand T est la période, qui va être égale à 2pi. Ou autrement dit, grand T, ça va être égal à 2pi sur oméga. Si je remplace par sa valeur, hein, je vous rappelle, oméga, c'est racine de G sur L. Donc, ça va être 2pi racine de G sur L. Pardon, de L sur G. Hein, oméga, c'est G sur L. Donc, ici, c'est divisé par oméga. Donc, c'est L sur G. OK. Qu'est-ce qu'on voit là? Ben, on voit que en fait, donc, la période, donc, ça va être le temps hein, mis pour faire un aller-retour. Et vous voyez que ce temps mis pour faire un aller-retour, ben, il ne dépend pas de M. D'accord? Quelle que soit la masse que vous accrochez au bout du fil, eh bien, vous allez avoir la même période. Vous allez mettre le même temps pour faire un aller-retour. Par contre, ça dépend de L. Donc, selon la longueur du fil, en fait, ici, eh bien, vous allez avoir une période qui va varier. Et donc, ça va varier comment? Ben, plus le fil est long, plus la période va être longue, et ça va varier, en fait, en racine de L. D'accord? Si vous avez un fil qui est 4 fois plus long, eh bien, vous allez avoir une période qui est 2 fois plus longue. Et vous voyez que ça dépend aussi de G. Alors, en fait, c'est inversement proportionnel à G. Donc, ça varie en fait en 1 sur racine de G. Alors, G, c'est quoi? Ben, G, c'est la gravité, en fait. Hein, c'est l'accélération gravitationnelle. C'est donc la gravité qui s'exerce ici à la surface de la Terre. Donc, si vous changez de gravité, eh bien, à ce moment-là, vous allez vous apercevoir que vous allez changer votre période. Imaginez que vous alliez sur la Lune ou sur une autre planète qui n'a pas la même masse que la Terre. Eh bien, à ce moment-là, votre gravité à la surface de ce satellite ou cette planète va varier. Donc, par exemple, si vous allez à la surface de la Lune ou à la surface de Mars, eh bien, vous allez avoir une gravité qui va être plus faible. Donc, si la gravité est plus faible, ça veut dire que G est plus petit. Et si G est plus petit, eh bien, vous voyez que la période va s'allonger. Donc, quand vous allez avec un pendule sur la Lune ou sur Mars, eh bien, vous allez voir que votre pendule n'a plus la même période d'oscillation. OK. Donc, on va faire une petite application numérique maintenant. Ça, c'est fait. Alors, on va faire une petite application numérique justement pour fixer un peu les idées de ce à quoi ça correspond. Alors, je vais gommer un peu ce que j'ai en bas là pour pouvoir écrire. OK. Donc, qu'est-ce qu'on demande ici? Ben, simplement donc d'appliquer l'expression hein, en faisant l'application numérique. Ce qu'on veut, c'est déterminer la longueur d'un pendule sur Terre dont la période est égale à 1 seconde. On considérera que G est égal à 9,8 mètres par seconde moins 2. Bon, ben, il suffit de reprendre en fait l'expression de la période en fonction des paramètres du pendule. Donc, c'est 2pi racine de L sur G. Ici, ce qu'on vous donne, donc, c'est la période, 1 seconde.
la valeur de G, 9,8, et donc ce qu'on cherche, c'est L. Donc il faut ici élever au carré, diviser par pi de ce côté-là, enfin par 2pi, et multiplier par racine de G, et puis élever tout ça au carré. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir un Gt au carré sur 4 pi carré. Et donc ça va nous donner L. OK, comme t est égal à 1 seconde, ben finalement, vous voyez qu'on va trouver L qui va être égal à 9,8 divisé par 4 pi au carré. Et donc, si vous faites ce calcul-là, donc 9,8 divisé par 4 pi au carré, donc 4 pi carré, c'est à peu près 40. Ça va vous faire à peu près 0,25 mètres, c'est-à-dire 25 centimètres. OK, ça veut dire que sur Terre, si vous prenez un fil de 25 centimètres, que vous l'écartez un peu de sa position d'équilibre, que vous le lâchez, eh bien, il va osciller avec un battement de 1 seconde. Autrement dit, il va aller jusqu'à la position opposée, puis revenir, et le temps qu'il aura mis pour faire un aller-retour, c'est 1 seconde. Donc c'est grâce à ce système-là, eh bien, qu'on a pu développer les premières pendules. Et c'est encore utilisé aujourd'hui d'ailleurs, hein, dans ce qu'on appelle les grandes pendules comtoises, par exemple. En fait, si vous prenez maintenant un fil qui fait 1 mètre de longueur et que vous calculez une demi-période, d'accord? Donc on peut faire le calcul ici. Donc une demi-période, c'est pi racine de L sur G. Et donc si vous faites le calcul pour une longueur de 1 mètre, donc vous faites pi fois donc 1 sur 9,8. Et vous trouvez une seconde. Autrement dit, ça, c'est ce que vous avez dans une horloge. Vous connaissez les horloges là qu'on appelle les comptoises là. J'ai un petit dessin ici là. En fait, c'est un demi-balancier, d'accord? Quand vous allez d'un côté, donc une demi-période, eh bien une demi-période, ça dure 1 seconde. Donc du coup, ben, vous pouvez battre la seconde à chaque fois que vous avez un tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ça fait 24,2. Qu'est-ce qui fait 24,2? Ah oui, pardon, c'était la 24,2. Attention aux unités, hein. Donc ici, ça fait à peu près 0,25 mètres, 25 centimètres. Donc si vous multipliez par 4, ça va vous faire 1 mètre. Et donc, comme ça varie comme la racine carrée,
ça va faire 2. Si vous avez 1 mètre, un aller-retour, ça va faire 2 secondes et donc alors, bien sûr, ici, on a fait un certain nombre d'approximations, hein. Quelques approximations, par exemple, c'est que, bah, notamment que la gravité ne varie pas. Heu, donc c'est pas forcément vrai, hein, quand vous baladez d'un point à un autre de la Terre, vous pouvez avoir une gravité qui varie. On a fait l'approximation qu'elle ne varie pas. Ça, c'est pas forcément vrai non plus, hein, puisque forcément votre fil, il va être fait d'une certaine manière et si la température varie, ben, la longueur de ce fil peut varier. Donc vous allez être sensible aux conditions de par exemple d'hygrométrie, ou de température. Et donc voilà, ça permet de déterminer le temps, mais avec une précision, pas extraordinaire. Alors si maintenant on part, sur Mars, pour essayer de regarder, comment varie cette période quand on fait varier du coup la gravité. Hem, donc ici on prend sur Mars une gravité qui est de 3,7, hein. Vous voyez que c'est à peu près un tiers, un peu plus qu'un tiers de la gravité terrestre. Heu, donc qu'est-ce que ça va nous donner pour la période? Bah, il suffit de faire le calcul, hein, donc on fait T égale 2π racine de L sur G en prenant un L qui fait, 0,25. Donc de 0,25 sur alors attention, ici maintenant G il vaut 3,7 et donc du coup, ici on va trouver 0,25 divisé oups, 0,25 divisé par 3,7, ça fait à peu près 4,6. 4,6? Non, ça va pas dans mon calcul là. Heu, donc on fait 0,25 divisé par 3,7 égale fois 2 fois pi. Donc ça fait 1,6 secondes. 1,6 secondes. OK, donc si vous emmenez, votre pendule sur la surface de Mars avec un système à balancier, eh bien, vous allez vous apercevoir que, eh bien, vous n'avez plus 1 seconde, mais 1,6 secondes à chaque, balancement. Donc pour ça, il va vous falloir une autre référence de temps pour pouvoir déterminer ça. Si vous pensez que en fait, vous avez la bonne référence de temps, eh bien, vous voyez que le temps va s'écouler de manière différente si vous êtes à la surface de Mars. OK. Bon, bah, du coup, on arrive au bout de notre séance d'aujourd'hui. Il y a écrit 1,6 secondes, oui. C'est ça. 1,6 secondes qui est, la période, hem, qu'on aurait à la surface de Mars. OK. Bon, bah, je vais vous souhaiter, bonne chance pour votre, contrôle continu de jeudi. A priori, je serai là, je pense, pour la surveillance. Je ne sais pas si c'est votre amphi ou pas que j'aurai à surveiller, mais je ne serai pas loin. Est-ce que la calculatrice est autorisée? Alors là,
Vous m'en demandez beaucoup là. Je ne j'ai pas le est-ce que j'ai la réponse à ça? Je ne sais pas. Si vous avez des calculs à faire et qu'on vous donne pas les résultats, oui, vous aurez droit à la calculatrice. Mais en général, je pense qu'on vous demandera pas d'avoir une calculatrice. Hem, mais voilà, comme j'ai pas eu le sujet, je peux pas vous répondre. OK? Pas d'autres questions? OK. Bon, ben, ou sinon on se retrouve donc, la semaine prochaine. Je vous mettrai bien sûr le corrigé là, en ligne. Et puis on se retrouve la semaine prochaine donc pour un dernier TD, TD qui portera sur, les aspects, énergie. Hem, donc notamment le théorème de l'énergie cinétique et comment on calcule le travail. Voilà. Bonne journée à vous et à très bientôt.